Salut tout le monde, c'est Pavel de le projet Mind du Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo fait partie de la catégorie FAQ où je réponds à des questions que vous m'avez posées dans les commentaires à la précédente vidéo de cette catégorie. Donc faites de même pour cette vidéo que vous êtes en train de regarder pour que je rajoute votre société qui vous intéresse dans la liste. Comme d'hab, avant de commencer, je vous invite à vous inscrire si ce n'est pas encore fait, la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos et surtout des likes s'il vous plaît, ça me fait énormément plaisir pour le travail que je fais gratuitement. Et pour ceux qui veulent m'aider à développer la chaîne, vous avez un lien PayPal pour faire une petite donation et me remercier encore plus pour le travail que je fais. Voilà, donc au début de cette vidéo, je voulais vous présenter aussi le compte Instagram que je commence à maintenir. Donc là, vous avez un lien qui est là, juste là, en fait, un petit icône Instagram. Vous pouvez aller vous inscrire si ça vous intéresse. En fait, j'avais du mal à choisir la philosophie du compte Instagram. Ça fait un moment que je voulais faire un Instagram, mais parce qu'en fait, j'ai vu que des chaînes similaires qui ont toutes les comptes Instagram également, mais en gros, ils publient un peu tout, n'importe quoi. Et je voulais que le contenu Mind the Cash soit toujours le plus relevant possible par rapport à ceux qui vous intéressent, donc l'investissement. Et j'avais toujours une idée de créer une playlist qui s'appelle Vlog pour un petit peu parler de ma vie, de mes voyages, un petit peu dans le contexte un petit peu plus détendu sur les questions d'investissement, les questions de lifestyle en fait, quand on travaille sur les marchés financiers, etc., etc. Et du coup, au lieu de créer une playlist sur la chaîne YouTube, j'ai créé un compte Instagram et je vais vous répondre à vos questions plus exactes. En fait, on va dire, vous pouvez m'envoyer des messages sur ce compte Instagram. Je vais privilégier peut-être ce tunnel en fait pour communication plutôt que les commentaires, parce qu'en fait déjà dans les commentaires on n'arrive pas, c'est un petit peu difficile de grouper un peu les informations, et dans le compte Instagram on peut parler en direct. Je vais essayer d'être réactif dans les réponses, mais ne m'en voulez pas si je prends un petit peu de temps. Voilà, donc cette semaine il n'y a pas eu de vidéo hebdo, donc c'est pas par hasard. Bon, c'est pas par hasard pour deux raisons, parce que je n'avais pas eu le temps, parce que vous savez que j'étais parti au sud de la Bretagne. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup plaisir en fait les commentaires qui ont été envoyés par des personnes qui habitent en Bretagne en fait, quand ils ont vu que j'étais à Pornichet. Donc c'est très cool en fait, vraiment ça. J'aime beaucoup la communauté, comment ça s'est formé autour de la chaîne Mind the Cash, parce que vraiment les discussions sont très sympas et il n'y a quasiment pas des mauvais commentaires des personnes qui sont désagréables. Donc parfois je me demande même où sont les haters, voilà, sur ma chaîne. Donc voilà. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Donc là, je passe encore une fois bonjour à tous les Bretons ou les gens qui habitent en Bretagne ou ceux qui aiment la Bretagne. Donc voilà. Pardon. Donc là, juste pour ne pas perdre votre temps, je vais commencer vite fait à regarder des entreprises. Et la première entreprise que nous allons regarder, vous m'avez posé la question dessus. Pardon. C'est Willcard. Donc tout le monde parle de cette entreprise parce qu'elle a subi une fraude il n'y a pas longtemps. Bon, pardon, excusez-moi. Parce que leur management qui était en garde à vue maintenant, qui a caché en fraude comptable, ce qui s'élève à presque 2 milliards d'euros, ce qui est énorme. Pourquoi je parle de cette société? Parce qu'en général, ce type d'entreprise m'intéresse beaucoup. C'est une entreprise qui fait les moyens de paiement, donc c'est une entreprise de la nouvelle économie. Donc j'ai enregistré d'ailleurs une vidéo, la dernière vidéo que j'ai enregistrée à Pornichet, c'était ce qui s'appelle le nouveau paradigme, en fait l'investisseur intelligent de notre époque. Je vous invite de regarder cette vidéo parce qu'il a généré beaucoup de vues. Et c'est très bien parce que cette vidéo est très importante, parce que quelque part je présente un paradigme qui, à mon avis, est en train de naître sur le marché financier, qui va probablement remplacer le paradigme actuel qui a été démarré par des investisseurs value dans les années 40, et probablement on vit un changement du paradigme où les investisseurs regardent pas de la même manière le marché financier. J'ai beaucoup aimé un commentaire d'une personne qui m'a dit que chaque fois qu'on dit que c'est un changement de paradigme, c'est le signe de la crise. Je sais exactement de quoi elle parle, parce que c'est vrai que quand on parle de changement de paradigme, c'est très souvent un indicateur de la crise à venir. Et aussi, on peut y rajouter une phrase que cette fois, ça sera différent. C'est un petit peu dans le même esprit.
Mais cette fois, ça sera différent et je crois que probablement, très probablement, le paradigme change parce que la nouvelle génération des investisseurs qui arrivent sur le marché ne réfléchit pas de même manière. Et on ne peut pas comparer la bulle Nasdaq aujourd'hui, bon, si on peut parler de la bulle par rapport à la bulle des années 2000, parce que leurs revenus ne sont pas du tout les mêmes que dans les années 2000. Donc voilà, donc là je vais revenir sur la société Wildcard. C'est très dommage parce que je voulais enregistrer cette vidéo le samedi et je voulais justement vous parler quand cette société cotait beaucoup moins qu'aujourd'hui. Que, encore une fois, je vous propose d'investir souvent les entreprises que le marché pense vont faire faillite. Moindre bonne nouvelle peut vraiment littéralement faire exploser le titre. Mais par contre, dans cette stratégie, toujours et encore, il faut savoir gérer votre risque. Parce que quand vous vous investissez dans une société qui a chuté de plus de 90%, cela veut dire que le marché anticipe la faillite de l'entreprise. C'est le cas pour Wildcard. Et en plus, dans ce cas, c'était vraiment une opportunité excellente. Je n'ai pas profité malheureusement parce que bon, pour des raisons, je suis un peu actif sur le marché en ce moment. Mais je voulais vraiment participer dans cette histoire parce que au mieux, en fait, si jamais ça tourne mieux que prévu pour cette entreprise, déjà non seulement on va faire X fois votre mise, mais surtout vous allez vous retrouver avec une entreprise d'une nouvelle économie, d'une entreprise qui a des perspectives, une entreprise qui est très rentable, on le verra tout à l'heure, mais tout ce qu'on verra, tous les chiffres qu'on verra tout à l'heure, c'est évidemment sans tenir compte de la fraude. Évidemment, elle va perdre de l'argent dans les prochains trimestres, mais dans tous les cas, si elle ne fait pas faillite, il va littéralement exploser en bourse, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc vous voyez la hausse de 150% sur une journée. Je fais un post sur ma page Facebook, je vous rappelle que j'ai une page Facebook aussi, dont le lien vous avez dans la description de cette vidéo, où j'ai justement parlé un petit peu de cette opportunité pour moi. Donc là, on va regarder rapidement. Donc ça, c'est le fond des moyens de paiement. Et les ratios, bon, il ne faut pas les regarder trop parce que, évidemment, ça ne tient pas compte de la fraude, ce n'est pas encore mis à jour. Mais ce qui est important aussi, c'est de voir les marges. Les marges sont très importantes pour cette entreprise. En plus, il y a la hausse systématique, en fait, la rentabilité est très élevée. Donc vraiment, c'est parfait. Et la hausse de leurs bénéfices, elle est vraiment plus que solide. Donc là, c'est vraiment une société qui est pas mal pour investir. Par contre, la dette, elle est assez importante. Et ce qui rend vraiment l'histoire risquée, je pense que c'est pour ça qu'elle a chuté tellement. Parce que si, du coup, ils ont 2 milliards moins de cash, en plus, tous les frais qu'il vous faudra payer à cause de cette histoire pour tourner la page, cette entreprise peut faire face à la faillite. Donc, quand on parle de la faillite, il faut regarder ce ratio. Current ratio nous montre la relation entre les actifs liquides, donc les actifs qui sont immédiatement disponibles ou quasi immédiatement, par rapport à leur engagement dans l'exercice en cours, donc dans les engagements qu'ils devront payer pendant l'année à venir, pendant l'exercice fiscal, en gros, à venir. Donc 1,8 c'est confortable, mais n'oubliez pas que c'est 1,8 sans tenir compte de la fraude. Donc ils ont 2 milliards de moins de cash, même probablement plus. Donc cela veut dire que cette entreprise effectivement peut ne pas être capable de faire face à ses engagements court terme. Donc c'est vraiment un problème. Donc faites beaucoup attention à cette entreprise. Pas la peine de regarder l'analyse technique parce qu'évidemment on sera au plus bas historique. Encore une fois, si vous voulez investir dans cette entreprise, pensez que comme si c'était une option. Donc, c'est-à-dire, vous payez la prime. La prime, c'est la taille de votre position. Si votre compte, par exemple, représente, je sais pas, 10 000 euros, donc ne mettez pas plus d'1%. 1%, déjà, je trouve beaucoup. Même pour un petit compte, peut-être, c'est pas énorme, mais si vous avez un compte, je sais pas, d'1 million d'euros, je mettrais 0,5%. Même pas. Donc pour ça, mais il faut mettre en montant que vous êtes prêt à perdre parce que vraiment le marché n'est pas con. Donc il faut comprendre que si elle a baissé de plus de 90%, ce qui est le cas pour cette entreprise, il y a une forte chance de la faillite. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose à dire en plus de cette entreprise parce que en fait ce qu'on peut voir ici, c'est d'essayer d'estimer la probabilité de leur faillite. Donc là je regarde le balance sheet.
Donc vous voyez le cash equivalence, donc ça c'est le cash que l'entreprise possède, donc c'est 2,8 milliards, donc en réalité ça sera 800 millions. Et même pas, donc il faut vraiment prendre en compte des frais judiciaires qu'ils devront faire face. Et les current liabilities, quand même, ils vont toujours rester, et ça, il y a quand même 2,3 milliards d'euros à payer pour leurs frais court terme, donc ça, c'est vraiment beaucoup. Donc ils risquent de... En fait, total current asset, ils ont quand même beaucoup, donc là, il y a 1,9, donc ils ont moins, mais ils ont quand même moins que current liabilities, donc il faut vraiment faire attention. Parce que cette entreprise peut faire faillite, donc ne mettez jamais beaucoup d'argent dans ce type d'entreprise. Et la dette, bon là on a déjà vu ça dans les ratios, mais la dette longue et les total liabilities, c'est vraiment quand même quelque chose de 4 milliards presque pour une entreprise qui n'a pas de cash. Du coup maintenant, ça peut être compliqué. Voilà. Donc la deuxième entreprise que nous regardons aujourd'hui, c'est Teledyne Technology Incorporated, donc ça c'est une société que moi je n'ai pas encore regardée. Et encore, bon là on va être très technologique aujourd'hui, donc on va voir des sociétés de ce secteur principalement. Donc cette société qui fait des technologies, fournit des différentes technologies pour le aérospace et défense. Donc ça c'est vraiment et travaille pour des secteurs défensifs, ce qui rend évidemment cette entreprise, ce dossier beaucoup moins risqué que les technologies même en général. Même déjà les technologies en général ne sont pas très risquées, mais comparé aux autres, mais cette société en plus, et l'avantage de travailler, être focusé sur des entreprises de bonne qualité, des entreprises qui passent facilement les crises, donc probablement c'est une société avec laquelle on peut passer la crise, et ça peut être une bonne idée d'y investir. Donc, donc market cap, elle est 11 milliards, donc c'est une société quand même pas mal capitalisée. On va regarder rapidement les ratios. Donc PE ratio quand même assez élevé, mais pour le secteur technologique, ça me m'étonne pas du tout. Donc là, je vous renvoie encore une fois vers la vidéo que j'ai enregistrée récemment, ce week-end que j'ai publié. Donc que aujourd'hui, pour les nouvelles technologies, les marchés ne regardent pas tant que ça les ratios de valorisation. Donc même si l'entreprise est chère, et si l'entreprise délivre, ça ne sera pas un problème. Surtout 27,5%, on a vu beaucoup plus que ça. Donc les marges sont importantes, elles sont presque les mêmes comme pour Wildcard qu'on vient de voir. Ensuite, la rentabilité elle est aussi décente, donc 16% sans tenir compte de la dette. Avec la dette, on tourne autour de 10 en fait. Donc ce qui est bien. Et là, parce qu'en fait, elle travaille évidemment, si elle travaille pour des secteurs qui ne sont pas des secteurs de croissance, mais les secteurs stables, donc on peut facilement expliquer ces chiffres, et en plus leurs bénéfices montent. Donc en fait, tous les flux financiers me paraissent vraiment sains. Et il n'y a pas de vraiment problème, donc il n'y a aucun problème de solvency, comment dire ça en français, je sais pas, donc en gros de trésorerie, en fait, de risque de faillite à court terme, il n'y a pas de problème. Et la dette, même la dette totale, ça représente seulement 30% de leurs fonds propres, donc c'est pas énorme du tout, c'est pas une société endettée, mais malheureusement il n'y a pas de dividendes, ce qui arrive aussi souvent pour des entreprises de la technologie. Maintenant, on va regarder un petit peu la technique. Donc, pour l'image technique, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, je suis déjà assez étonné par les dernières évolutions du cours, parce que là, on voit que ici, février 2020, donc là, ça, c'est le coronavirus, donc là, on comprend bien. Bon, là, c'était une excellente opportunité, je suppose, parce que, bon, là, déjà, on peut le dire que oui, donc on voit notre cycle en V, notre traditionnelle reprise en V qu'on a vu sur les marchés financiers. Donc là, ça fait vraiment V parfaite presque. Mais par contre, maintenant, ça repart à la baisse, et fortement, parce qu'on est descendu de 380. Je suis assez étonné que cette entreprise est tellement sensible aussi au grand cycle. Donc là, parce que là, si on regarde la tendance générale depuis longtemps, on a quand même... Bon, déjà, on peut repérer les niveaux de manière assez facile, jusqu'à où cette entreprise peut chuter en cas de grosse crise. Donc là, on a un niveau de 200 qui est clairement, bon déjà c'est un chiffre rond, c'est facile vraiment à le voir.
Mais d'ailleurs, juste le temps que j'y pense, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé une question, comment je fais afficher les volumes par niveau avec TradingView. Ça se fait ici, voilà. Donc ça, c'est la Visible Range Volume Profile. Donc juste, mais ça, c'est une version payante. Je sais pas, je me souviens plus si dans la version gratuite c'est disponible ou pas. Donc c'est juste pour votre information, pour ceux qui utilisent aussi TradingView, mais je pense que sur d'autres. Ok, alors donc là on va essayer de regarder les tendances. C'est quand même assez étonnant. Je ne sais pas si vous connaissez mieux que moi le dossier. Si vous pouvez m'expliquer pourquoi on a une telle volatilité des cours en fait. Parce que là, pourquoi elle est tellement sensible au coronavirus? Parce que s'il travaille pour des secteurs défensifs, je suis assez étonné de voir le cours chuter presque un peu comme le S&P 500. Donc, et là, on est revenu vers le niveau. En fait, il a trop monté. Donc, visiblement, il y avait quelque chose qui s'est passé. Parce qu'en fait, le marché, ce que je peux constater ici, que le marché, il est incertain en fait par rapport à cette valeur. Donc, et il est très sensible aux crises. Donc, ça, c'est quelque chose que moi, je ne m'attendais pas personnellement de voir pour cette valeur. Et je crois qu'elle doit y avoir une particularité que je ne suis pas au courant. Je vais essayer de regarder aussi les RSI, mais ok, donc pour les RSI, voilà, est-ce que le pattern RSI fonctionne pour cette entreprise? Ici, on peut parler des niveaux tech. Donc là, mais là, tout a chuté. Oui, ici, effectivement, selon le RSI, on peut s'attendre à peut-être un petit peu une continuité de la hausse pour atteindre le niveau médian du canal. Bon, que le canal est quand même assez discutable parce que, bon, après, c'était le canal qui durait longtemps, mais sauf que la tendance a clairement changé en fin mai 2019. Donc, quelque chose s'est passé. Donc, là, il a énormément monté. Donc, visiblement, je sais pas, il y a eu des bonnes nouvelles sur cette valeur, mais du coup, la tendance, on va dire, plus récente était-elle? Elle était comme ça. Et cette tendance, elle a été cassée en fait par rapport à pendant la crise de coronavirus. Et par contre, ça lui fait revenir sur la tendance du long terme, même casser le plus bas, qu'il n'a jamais cassé, et pourtant revenir. Donc franchement, il y a beaucoup de volatilité, il est sensible paradoxalement à ces crises que nous sommes en train de vivre, mais a priori, normalement, elle suit les RSI, donc vu qu'on est presque au plus bas, en fait, on s'approche de niveau de survente, et si vous êtes court terme, on peut effectivement essayer de jouer la hausse. Donc elle a toutes les chances de revenir vers le haut du canal, parce que moi je ne vois pas trop le problème avec cette valeur comme ça. Au moins. Donc, mais après, effectivement, parce que vu la sensibilité au marché, on peut se dire que si le marché se retourne, et ça c'est probablement, j'en parle tout le temps, mais ça arrive jamais. Donc on peut s'attendre qu'effectivement cette valeur continue sa chute. Et si cette chute sera encore liée à la deuxième vague de coronavirus, donc on peut facilement retester des niveaux de 200. Donc en fait, ce que moi je ferais en fait en tant qu'investisseur long terme, vu que cette valeur elle est assez intéressante, moi je m'attendrais la chute de S&P 500. Donc là, je l'attends depuis un moment déjà. Si vous me connaissez, vous le savez. Et probablement, moi, j'essaierai de rentrer à des niveaux beaucoup plus bas. Parce que s'il est sensible au marché en général, donc ça veut dire que forcément, elle va tomber avec toutes les autres valeurs. Mais si vous êtes plus court terme ou bien vous faites du day trading sur des valeurs que vous voulez éventuellement avoir dans le portefeuille, on peut effectivement à court terme jouer la hausse. Mais bon, ça me paraît quand même assez risqué parce que les marchés en globaux sont de plus en plus volatiles, de plus en plus incertains. Voilà. Donc la prochaine, troisième société que nous allons regarder aujourd'hui, c'est Taiwan Semiconductors. Ceux qui ne connaissent pas, c'est une société de hype. C'est une société à la mode qui fait partie vraiment des boîtes que tout le monde veut avoir dans leur portefeuille, qui coûtent généralement cher. Donc, mais ici, il y a un gros risque parce qu'en fait, elle travaille avec Huawei et ça c'est semi-conducteur en fait.
Et du coup, évidemment, elle est exposée à toute la guerre commerciale, à tout ce qui se passe entre les États-Unis et la Chine. Par contre, vu que c'est Taïwan, pas la Chine, donc du coup, probablement, il est un petit peu plus épargné. Mais bon, ça vraiment, il y a quand même beaucoup de politique dans ce dossier, donc il faut quand même faire attention. Et je ne pense pas que qu'elle sera bon marché, cette valeur. Donc, non, c'est pas ce que je voulais voir, pardon. Donc, c'est une entreprise qui est quand même énorme. Donc, ça, c'est une entreprise, ouais, voilà, donc 274 milliards de valeur de marché. Donc, ça, c'est énorme. Et les dividendes, quand même, il est quand même assez important pour un type d'entreprise comme ça. On va regarder les ratios. Donc, là, moi, je m'attends à avoir une société chère. Donc pourtant, un PE ratio 21, c'est quand même pas énorme du tout. Donc, price to sale, et ça, c'est par rapport au chiffre d'affaires. Donc, le prix fait 7 années de chiffre d'affaires. Ça, c'est quand même beaucoup. C'est pas étonnant. Donc, ces ratios ne sont pas valables pour la technologie. Et bon, les marges sont juste excellentes, quoi. Vous voyez, donc déjà, la qualité du business, on voit là tout de suite. Donc, la marge brute s'élève à 48% et quelques. Et la marge nette, elle est à 34. Donc du coup, tout le coût de structure ne mange que, on va dire, une dizaine de pourcents de marge. Donc parce qu'en fait, la différence entre la marge brute et la marge nette, c'est en gros le coût de structure. Donc vraiment, la structure est très efficace. Ça, c'est vraiment un très bon signe. J'aime beaucoup quand c'est comme ça. La rentabilité est juste magnifique. Donc 23% sans tenir compte de la dette. Et avec la dette, on est au-dessus de 20%. Moi, je trouve que les sociétés hyper rentables, quand ça fait 10 déjà, donc ça, c'est des sociétés très rentables quand ROIC, Return on Invested Capital, est au-delà de 10. Pour moi, c'est déjà un très bon signe. Et vu que la différence est presque inexistante, donc ça veut dire que cette société n'est pas du tout endettée. En plus, la hausse des bénéfices systématique, donc vraiment, une société super saine. Donc, comme je viens de vous dire, pas de dette du tout, même toute la dette totale avec dette court terme, ouais, mais toute la dette court terme, long terme, ça représente seulement 13% de leur fonds propres, donc c'est vraiment rien du tout, il n'y a aucun problème à court terme. Payout ratio quand même assez important, ça vraiment ça c'est pas pas un très bon signe. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est pas parce qu'en fait cette société, cela veut dire qu'elle essaie d'attirer les investisseurs avec leurs dividendes et elle consacre beaucoup de leurs bénéfices, grosse part de leurs bénéfices aux dividendes, et c'est-à-dire qu'ils n'investissent que peu dans la recherche et développement. Donc pour moi, c'est vraiment pas un très très bon signe, mais pourtant la société génère des dividendes qui sont très intéressants. Donc, de point de vue technique, cette société n'est pas hyper chère finalement, donc on peut quand même regarder l'acheter si l'analyse technique peut nous indiquer quelque chose. Bon, déjà, ça c'est à partir de 2017. Ce qu'on voit immédiatement, c'est que société, dans tous les cas, depuis un certain temps, il fait du surplace. Donc ça confirme justement ce que je viens de vous dire par rapport aux dividendes. Cela veut dire que l'entreprise, si pendant quand même une période assez longue, elle restait dans un range quasi horizontal, c'est-à-dire que le marché n'anticipait pas grand-chose. Vous voyez, donc là, c'était quand, à partir de 2017, c'est quand même ça remonte déjà c'est depuis un petit moment, c'était comme ça. Et jusqu'à septembre 2019, elle n'a rien fait. Donc, et finalement, là, elle a explosé en septembre 2019, je ne sais pas pourquoi trop, et finalement, elle a retombé avec les crises de coronavirus, comme toutes les valeurs, elle a fait un cycle en V en rebondissant. Et donc là, elle est repartie encore à la hausse, mais par contre, il n'a pas encore atteint ses plus hauts, en fait. Cela veut dire qu'on ne peut pas dire que la tendance va se corriger. Donc, dans tous les cas, c'est une entreprise de qualité. Si vous croyez que cette entreprise va survivre pendant la guerre commerciale si le risque politique ne vous fait pas peur, ou bien vous pensez qu'elle va au contraire sortir gagnante de cette crise, va récupérer les parts du marché, ce qui est possible aussi. C'est probablement une valeur très intéressante, mais par contre, il faut faire attention au fait que l'entreprise apparemment au niveau
investissement dans la recherche et développement n'est pas au top et le marché n'anticipe pas énormément de choses, sauf cette période-là qui a été cassée par le coronavirus. Est-ce que ce bonne humeur va revenir ou pas? Ça, c'est une question ouverte. Et après les élections de Donald Trump à la fin de cette année, on peut s'attendre très raisonnablement aux nouvelles tensions entre les États-Unis et la Chine, probablement même encore plus fortes. Et ce type de valeur peut vraiment être affecté par la politique. Et la dernière valeur que nous allons regarder aujourd'hui, ça va me faire mal au cœur encore une fois, c'est Amazon. Parce que ouais, bon, ça c'est une société que ça fait des années que je rêve d'avoir dans mon portefeuille, mais cette société elle est toujours trop chère, donc pas la peine de la présenter. Donc on va juste voir les ratios, on va rêver. Cette entreprise qui ne fait que monter, ça fait partie des entreprises dont je parle dans cette vidéo investisseurs intelligents de notre époque, mais regardez ces chiffres, c'est juste hallucinant. 128 PER, mais attention parce que Amazon, au contraire de l'entreprise TSM qu'on vient de voir, c'est que eux ils investissent énormément dans la recherche et développement, et donc du coup tous ces chiffres en fait que vous voyez ici, c'est quand même potentiellement ils peuvent avoir beaucoup plus de bénéfices s'ils arrêtent de dépenser dans le recherche et développement. Donc voilà, donc la valorisation vraiment elle est énorme pour ce type d'entreprise. La marge, voilà, vous voyez donc ici c'est ça où on voit le truc. Donc la marge brute c'est de 40%, mais en net il reste que dalle. Mais c'est pas un mauvais signe parce que cette entreprise investit énormément dans leur recherche. Donc c'est pour le cas d'Amazon, il faut vraiment toujours voir au cas par cas. C'est pas nécessairement un mauvais signe, ça ne va rien dire du tout. Donc, et la rentabilité également, donc la rentabilité potentielle en tenant compte de la dette, elle est 18% et demi, et il laisse la rentabilité avec la dette uniquement de 8%, mais bon, encore une fois, parce que la dette, c'est quoi? C'est des recherches, et des recherches, ça ne rapporte pas tout de suite. C'est la philosophie de Jeff Bezos, donc il investit énormément des choses. Et donc, et la chute des ventes, c'est pas lié au... Ça, c'est déjà, ils tiennent compte des chiffres de coronavirus, donc évidemment, donc là, vu que toute l'économie était à l'arrêt, ils étaient gagnants, étaient largement gagnants par rapport aux autres, mais dans tous les cas, ils ont quand même effectivement un petit peu vu leur... aussi étaient quand même un petit peu touchés, même si ce sera beaucoup moins que les autres. Donc, on va voir l'image technique, qui sera une ligne ascendante. Depuis, bon, on va voir déjà long terme, c'est ça que j'aime bien pour Amazon, donc on peut voir, donc voilà. Donc là, on est au plus haut historique, donc évidemment, donc la société qui a décollé dans les années 2019, donc elle était, on ne peut pas même croire aujourd'hui à 160, et là on allait monter. Donc la stratégie, en fait, pour ceux qui savent trader les options, en fait, moi je trouve que la stratégie qui est la plus applicable ici, c'est de vendre les puts. En fait, de déterminer un point d'entrée que vous voulez, à quel prix vous voulez avoir Amazon dans votre portefeuille, bon, disons par exemple pour 2000 ou 1500, je ne sais pas lesquels, et vous vendez tous les mois, vous vendez le put pour le mois suivant, et dans ce cas-là, au moins, si l'action chute, vous allez avoir pour ce prix, vous allez avoir l'action pour ce prix. Si l'action continue à monter, ce qu'elle fait tout le temps, vous allez avoir vous allez toucher la prime de cette option parce que vous avez vendu le put, donc ça veut dire que vous avez touché le cash immédiatement. Donc c'est une stratégie que je pense qui marche très très bien. Mais après, il faut effectivement maîtriser les options parce que moi, je vous conseille uniquement pour ce type de stratégie où vous voulez absolument avoir cette action pour un prix donné. Donc l'analyse technique, ça fait vite parce que là, c'est une action qui, bon, là, je vais regarder quand même un petit peu plus court terme parce que pour voir comment cette entreprise passe sur peut-être un graphique des heures, ok. Donc comment cette société elle a passé la crise. Donc vous voyez, donc là, franchement, pour Amazon, en fait, ça ne connaît aucune crise. Donc là, le mars 2020, là, on était au pire moment. Bon, elle a baissé, ok, mais cette baisse a été de 2100 jusqu'au pire moment, c'était 1700. Bon, on peut dire que c'est beaucoup, mais quand même, c'est quand même beaucoup moins que tous les autres. Donc, elle a tout de suite reparti à la hausse. Donc, du coup, elle a repris son chemin ascendant. Donc, en fait, encore une fois, cette valeur, il faut acheter quand il y a des pullbacks, en fait, ce qu'on appelle sur le marché financier.
Quand il y aura ce pullback, on ne sait pas parce que c'est une action que tout le monde veut acheter. Elle va être à moindre creux du marché, on va dire, elle va tout de suite, immédiatement être achetée par des divers investissements. Tous les fonds détiennent cette action, même s'ils ne versent pas les dividendes. Donc, franchement, et les avenirs, en fait, ce que je disais dans cette vidéo que j'ai enregistrée, que j'ai publiée ce week-end, c'est que cette entreprise, c'est une rare entreprise qui quasiment leur potentiel est difficile à chiffrer. Parce que tellement le potentiel est énorme qu'on ne peut même pas savoir jusqu'à où ils peuvent aller. Donc, il faut avoir cette entreprise dans le portefeuille, mais il faut essayer de l'avoir pour le bon prix. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur aujourd'hui. Donc là, je commence à être un petit peu fatigué parce que là, je suis revenu au bureau cette semaine. Donc du coup, ça commence à être un peu plus compliqué d'enregistrer les vidéos. Donc mettez-moi le like pour ça parce que là, j'ai pris mes dernières forces pour enregistrer cette vidéo. Et je vous souhaite le meilleur. Mind the cash. À bientôt.